Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et aujourd'hui je suis avec Fabien. Salut Fabien. Salut Nicolas. Merci de nous recevoir. Vous avez un plaisir. Bon, donc eh bien Fabien, est-ce que avant que je commence et que je te pose des questions, tu peux brièvement te présenter et nous dire un peu qui est Fabien? Eh bien, je m'appelle Fabien Olicard, je suis né en 82, ce qui veut dire que j'ai 34 ans au moment où on tourne cette vidéo. Et depuis tout petit, je suis intéressé par comment fonctionne le cerveau, on va dire. Et aujourd'hui, on a mis un mot dessus qui s'appelle le mentalisme, qui est un mot fourre-tout de toutes les méthodes qu'on peut faire pour être un peu plus cognitif, moins influençable, mieux comprendre, on va dire, comment fonctionnent les gens. Et de là, j'en ai fait mon métier sous plein de formes, en donnant des formations, en faisant des spectacles, en faisant une chaîne YouTube aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc en fait, le mentalisme, c'est ce que tu viens de dire, c'est le fonctionnement du cerveau de manière générale. Alors, le mentalisme, la définition exacte, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition. Donc, chaque mentaliste a sa propre définition, tu vois. On va dire que la mienne, c'est un ensemble de techniques qui viennent de la psychologie, de l'influence, de la mémoire et de la prestidigitation pour arriver à un seul résultat. Pour ma part, mieux comprendre la communication entre deux personnes et pouvoir bluffer les gens dans un spectacle, par exemple. Voilà. Tu m'as dit que tu avais commencé à adorer ça, à être passionné par ça tout petit. Ouais. Comment on fait pour... Alors c'est tout bête, c'est que j'ai eu par le hasard un test de QI quand j'étais petit. Dans le test de QI, c'est toujours séquencé en plein d'étapes. La dernière étape, elle est sur la mémoire. Et dans cette étape-là, on s'est aperçu que j'avais tout retenu très facilement. Et j'avais ce qu'on appelle une mémoire éditique. Donc c'est une mémoire un peu photographique. Je peux oublier des choses, aucun problème à oublier, mais je retiens plus facilement en fait. Et de là, sachant ça, ça m'a donné envie de savoir comment fonctionnait la mémoire. Et déjà étant petit, j'ai commencé à me renseigner sur tous les systèmes mnémotechniques qui existaient. Et de là, ça m'a ouvert les portes d'autres livres et d'un autre monde sur le fonctionnement du cerveau. Donc petit, t'es allé chercher tout ça en fait. Exactement. Ah ouais, c'est fou. Donc à partir de là, tu t'intéresses à tout ça. Et le mentalisme, alors moi je suis là un petit peu pour ça, pour moi en tout cas, pas la définition, mais d'abord ce que j'y pense c'est la fameuse série, on va pas se voiler la face, et du coup j'ai cette impression que les mentalistes, ils peuvent influencer les autres. Alors, la série The Mentalist, elle est de l'ordre du fantasme, par contre tu as une série comme Lie to Me qui est plus de l'ordre de la réalité. Parce que si ça vous intéresse, la première saison de Lie to Me, elle avait comme consultant Paul Ekman, qui est reconnu scientifiquement pour ses travaux sur le non-verbal, et donc forcément la série est bien validée. Mais c'est vrai que le job d'un mentaliste, ça peut être effectivement d'influencer un choix. Alors après, chacun a son éthique. Tu peux faire une influence positive, tu peux faire une influence négative, et tu peux faire aussi une influence win-win. Oui, les deux sortent gagnantes. Exactement. Bon, du coup, je t'amène tout doucement vers mon sujet, puisque win-win, les compromis, l'immobilier. Déjà, j'ai une première question à te poser. En immobilier, tu as un vendeur et un acquéreur. Du point de vue d'un mentaliste, lequel des deux a d'office, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, la main sur l'autre, le dessus sur l'autre, de par la position? Est-ce que déjà on peut parler comme ça, dans le mentalisme? Ouais, en fait c'est plus important de savoir comment chacun croit se positionner dans le deal. D'accord. C'est-à-dire que l'acquéreur va penser que lui a la main parce que c'est lui qui a un pouvoir de décision sur l'autre. D'accord. Et le vendeur, lui, peut se sentir en position de mec malin puisqu'il connaît tous les avantages et les inconvénients de sa vente, il connaît tous les tenants et aboutissants et il sait à quel moment lui considère qu'il a fait un bon coup ou pas. Information que n'a pas l'acquéreur. Donc chacun en fait dans le deal au départ pense avoir un peu plus de force sur l'autre et regarde un peu l'autre du coin de l'œil. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est avant le deal, qu'on soit acquéreur ou vendeur d'ailleurs, avant le deal de savoir exactement ce qu'on veut obtenir et pourquoi on veut l'obtenir. D'accord. Si c'est avoir un prix pour avoir un prix, ça n'a pas d'intérêt. Être vraiment savoir pourquoi, il faut déjà se convaincre soi-même que c'est ça qu'on veut et pourquoi on le veut. Peu importe après les raisons, quoi. Et quand on va partir avec ça sous le bras, on aura déjà une meilleure manière de présenter les choses et de négocier, parce qu'on ne sera pas en train d'essayer de faire monter ou descendre des prix, on sera en train d'atteindre un objectif précis sur lequel on est convaincu que c'est le bon objectif. Alors pour bien négocier, si je résume, il faut que j'ai un objectif que je me suis fixé au préalable. Exactement. En me disant voilà, je veux ça de cette personne ou de la personne qu'on a en face. Et pourquoi je le veux, c'est vraiment important, parce que tu ne seras jamais pris à défaut si toi-même tu sais pourquoi tu veux ça et pas autre chose. Peut-être que tu veux ça parce que c'est un bien d'exception si tu es vendeur et que tu sais que le marché en comporte pas beaucoup et que ça vaut ce prix-là et pour X et Y raison. Et si toi-même tu sais enfin pourquoi tout ça, tu pourras le retranscrire en le paraphrasant, peut-être avec d'autres mots ou peut-être avec des attitudes ou peut-être avec des exemples, mais voilà, ça servira toujours le même dessin, quoi. D'accord. Ensuite un vrai bon deal,
les commerciaux le savent et tu dois le savoir aussi, c'est toujours gagnant-gagnant. Il n'y a pas un gagnant et un perdant en fait dans un deal. Partir comme ça, c'est rater son deal pour moi. Il y a deux gagnants. C'est-à-dire que quand on va conclure le marché, les deux doivent être contents de le conclure. Moi, alors je vends aussi mes dates de spectacle, quand on vend une date de spectacle, que ce soit moi ou la personne qui négocie pour moi, j'ai ce qu'on appelle un diffuseur, à chaque fois, on est très content de ce deal et la personne est très contente de nous accueillir, et je vais dire un truc rigolo, mais est très contente de faire le chèque à la fin. Oui, et c'est oui. ça en fait qu'on veut dans n'importe quel deal. Donc pour obtenir ça, il faut que ce soit juste. De toute façon, moi c'est ce que je crois, pour que ça marche, il faut que la valeur perçue par la personne qui achète et la valeur, comme tu dis, qui est reçue de l'autre côté, soit ok des deux parties. Quoi. Ouais. Il faut que les gens soient ok, sinon ça se produit jamais. Quoi. Du coup, au-delà du prix de vente, quand tu es vendeur par exemple et que tu vas dealer avec l'acquéreur, le vendeur doit au-delà du prix, convaincre déjà pour le bien. Ouais. Pour le bien et le bien associé à la personne en fait, pour qu'il y ait une espèce de résonance L'un avec l'autre. ouais, l'un avec l'autre. Bon, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs, alors quand même, j'ai envie de te le demander, est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs dans une négociation qui peuvent quand même... On peut faciliter, on peut mettre de l'huile dans les D'accord. rouages. On peut Allez, des petites précisions, parce que c'est ton domaine quand même. Alors on va faciliter ça par exemple avec le non-verbal. C'est-à-dire si on renvoie les mêmes codes, on envoie comme message subliminal qu'on est de la même tribu. Par exemple, depuis quelques minutes, quelques secondes, j'ai toujours les mêmes positions que toi au miroir. Oui, c'est vrai. Les mains, etc. machin. Je cherche pas à te singer, mais je prends naturellement toujours les mêmes positions. Ça signifie qu'on a les mêmes codes, qu'on a le même langage non verbal. Donc toi, inconsciemment, tu m'attribues comme quelqu'un de ta tribu à toi. De sympathique. Voilà. Alors si j'étais comme ça, dans un autre état d'esprit, tu aurais sûrement du respect ou de l'intérêt, mais on n'aurait pas forcément une complicité à ce moment-là. D'accord. Et c'est toujours plus simple quand on est un peu complice. Mais alors attends, c'est quand même... à quel moment tu as analysé ça? Enfin, je veux dire... Dès le départ. Parce il faut le faire tout de suite alors Ouais. en fait. Ah ouais. Ça se voit. Alors, faut pas singer, mais voilà, faut essayer de coller un petit peu à l'énergie de la personne. Donc ça passe par le non-verbal. Et ce truc, alors je vais sortir des trucs que j'ai lus dans des livres, peu importe, le truc de calquer sur la respiration de l'autre, tout ça, c'est des choses qui sont réelles en fait. Oui, ça fonctionne bien, ouais. Ah ouais, d'accord. En fait, il n'y a pas un secret ou une recette magique. Par contre, il y a la somme de petites choses comme ça qui font que ça va tout fluidifier. Et après, on peut prendre la main aussi dans le deal de plein de manières différentes. C'est-à-dire que peut-être que là, on est en train de dealer et qu'on est assis. Et puis, excusez-moi, parce que moi, je tiens pas trop la position, j'ai mal au genou en ce moment. Et on va continuer la discussion, etc. On va juste créer un ascendant. Moi, je vais reprendre le dessus, je vais me mettre debout et toi, je vais faire en sorte que tu restes assis. Oui, d'accord. Et ben c'est vraiment bête, mais le fait de lever la tête et de lever les yeux vers la personne, ça renvoie à quelqu'un qui se rabaisse pour la personne, parce qu'on a connu ça ne serait-ce que quand on était enfant avec notre maîtresse ou notre maître ou nos professeurs. Et toi, tu reprends le dessus, en plus tu es réoxygéné, en plus tu reprends de l'espace et tu vas mieux gérer ton deal. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont faire que tu vas être plus efficace, on va dire. D'accord. Après, le but n'est jamais d'influencer un truc mauvais. On ne cherche pas à arnaquer les gens. Mais par contre, tu peux positionner une force un peu plus présente comme ça aussi. Ok. De la même manière, tu peux désamorcer des choses que tu vois chez l'autre. Si l'acquéreur vient et qu'il a besoin de... Là, je vais me mettre un peu du côté acquéreur et qu'il a besoin de renégocier le prix de vente et tout, et qu'il voit que la personne en face, elle est comme ça, et il sait d'instinct, parce qu'on le sait instinctivement que quelqu'un qui croise les bras... Oui, ça c'est vrai qu'on le sait, j'allais te le dire. en train de mettre une distance, il faut pas faire que le voir, il faut s'en servir. Donc si la personne est comme ça, on va peut-être s'asseoir sur un coin de table, et puis moi, si j'étais l'acquéreur, je dirais je peux vous servir un truc à boire, je vais prendre un truc à boire. Ah ben, prenez le verre, et on va le forcer à décroiser un petit peu les bras. Ah oui, d'accord. Voilà, on peut aussi modifier. En fait, le mental influe sur le comportement, mais de la même manière, changer le comportement d'une personne va changer l'état d'esprit. Donc tu vas essayer physiquement d'influencer sur Ouais. des attitudes que tu vas interpréter, le non-verbal dont tu parlais, Bien sûr. pour l'amener dans une position plus réceptive. Ouais, complètement. Ah ouais, c'est vachement intéressant en fait. Et ça vaut le coup. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un à l'aise sur un canapé ou quelque chose, vous allez voir qu'il va être beaucoup plus détendu que si vous l'avez fait s'asseoir sur un banc où il n'y avait pas de dossier. Là, je suis un peu tendu là. Alors que moi, je suis bien. Tu vois, il faut, on a cette fausse croyance de se dire à chaque fois voilà, le non-verbal me donne état d'esprit. Oui, mais voilà, on peut penser à l'inverse. Ouais. D'accord. Et c'est un truc qui est rarement dit dans les vidéos. Moi, je suis en train de m'en rendre. Alors du coup,
un conseil qu'on peut donner à tous ceux qui veulent négocier, c'est de voir la personne avec qui on négocie. Parce qu'en immobilier, on a souvent des intermédiaires, on a du mal à y avoir accès, donc il faut voir la personne avec qui on négocie. Faire des pieds et des mains pour avoir le contact direct à un moment donné. Ouais. D'accord, c'est important. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça, moi non plus, je n'ai pas tendance à en parler, mais c'est vrai que c'est important de voir le vendeur. Parce que vous allez avoir l'état d'esprit de la personne, vous allez avoir son âge, vous allez avoir aussi quelques repères peut-être visuels, de qui il est, comment il se comporte. Exactement, et puis peut-être aussi de son état d'esprit, peut-être de ses appartenances religieuses, peut-être de sa situation maritale, peut-être de sa situation sociale, de son niveau de vie. Il y a quand même plein de choses intéressantes, ça va permettre de se projeter dans son état d'esprit, et ça va peut-être aussi permettre de savoir qu'est-ce qu'il désire et qu'est-ce qu'il désire pas, quelles sont ses peurs, ses angoisses, tu vois. Est-ce qu'on se rend compte que c'est une personne qui en fait veut absolument habiter cette ville-là et ce quartier précis pour des raisons émotionnelles. Bon, alors le deal devrait bien se passer, il n'y a pas besoin de trop baisser. Voilà. Et ça, vous ne le saurez pas avec des intermédiaires. D'accord. Alors je vais te poser des questions maintenant par rapport à l'immobilier, un peu plus sur toi. Est-ce que toi tu as déjà investi dans l'immobilier ? Non. Jamais. Non, jamais, non. C'est quoi ton rapport du coup avec l'immobilier ? Écoute, moi j'ai un désir d'acquérir pour louer. D'accord. C'est un désir assez récent, parce qu'avant je voulais acheter, j'étais dans un schéma plutôt classique et en fait le schéma familial qui se répète de t'as réussi ta vie quand t'as acheté ta voiture et ta maison. Et sauf que comme j'habite à Paris depuis quelques années, je me suis rendu compte que mon pouvoir d'achat à Paris ne correspondait pas à mes envies en mètres carrés. Et je ne suis pas prêt à faire des concessions sur le lieu, je vais être intramuros. Du coup, je vais rester en location à Paris et je pense que je vais investir en dehors de Paris, peut-être dans ma ville natale, à La Rochelle, pour mettre en location, pour avoir quand même investi dans du dur. Oui, avoir un confort de... Donc c'est un projet que tu as actuellement. C'est ça, de préparer ma retraite. Alors tiens, ça tombe super bien parce que c'est le sujet de la chaîne. Alors quelle est ta démarche quand tu commences à te dire ça ? Ça peut intéresser les gens qui nous regardent aussi. C'est quoi que tu te dis quand tu te dis, par quoi tu commences, tiens, par quoi je commence ? La démarche c'est quoi là, tout de suite ? Écoute, là... Tu veux un verre d'eau ? Tu veux... non, mais t'as tout à fait raison. Non, mais c'est rigolo ce que tu dis, parce que là, d'un coup, en vrai, mentalement, je me dis, ok, est-ce que je dévoile ou pas ma manière de penser parce que c'est personnel ou pas, et je vais le faire. J'ai compris que tu viens de me l'apprendre, donc du coup, je t'ai proposé un verre d'eau. C'est un bon exemple, c'est un très bon exemple. Là, la première démarche, c'est de voir quel est le capital que je veux bien investir sur l'ensemble du capital disponible. D'accord. Et combien je peux me faire prêter pour avoir ma somme globale. Et de là, après, partiront les recherches locatives. Mais d'abord, je ne vais pas tuer tout mon capital, en fait, tout mon disponible pour investir. En fait, il n'y a pas d'urgence à investir. C'est qu'aujourd'hui, là, je trouve ça stupide d'avoir mis de l'argent de côté et de ne pas l'investir là-dedans. Et c'est vraiment dans l'idée de se préparer une retraite. Je suis quand même en train de bouquiner pas mal de choses pour voir est-ce qu'il vaut mieux que j'ai plusieurs locations ou peu. Tu vois, quand je dis plusieurs, c'est vraiment 4-5 ou 2 plus grosses. Qu'est-ce qui est le plus intéressant après ? C'est une question de probabilité. Alors du coup là tu renverses l'interview, mais en fait du coup si tu en as 2 grosses et que tu as un problème, tu vas avoir un gros problème. Si tu en as plusieurs et que tu as un problème, ça sera un petit problème. Ouais, mais qui reste des plus fréquents. Après, c'est une réflexion qu'il faut que tu aies, mais tu as l'air d'être sur la bonne voie. Oui. En fait, quand un truc m'intéresse, je me renseigne. Là, je pense que je me donne encore un an pour me renseigner. Ah voilà, j'allais te poser la question. Donc du coup, tu te donnes un objectif de la même manière que pour le reste, et après tu vas y aller. C'est-à-dire comprendre un maximum. Quand j'approche un domaine que je connais pas, je cherche vraiment à le comprendre. Tu vois, je me suis jamais amusé à jouer avec la bourse, si on peut utiliser le terme jouer. Par contre, ça m'énervait de pas le comprendre. Donc durant des mois et des mois, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur la bourse, jusqu'au bout de comprendre en fait. Du coup, j'ai compris un peu mieux l'économie mondiale et française et européenne. Mais ouais, j'aime bien comprendre avant de prendre des décisions. T'aimes bien comprendre avant de pouvoir avancer. Du coup, comme tu as une bonne mémoire, c'est ce que tu nous as dit au début, tu arrives à te rappeler de tout ça. Ouais. D'accord. Exactement. Bon, dernière petite question par rapport à tout ça. Du coup, comme tu es mentaliste, et est-ce que le mentalisme par rapport à ta vie au quotidien, ça a une influence ? Je ne sais pas si tu comprends le sens de la question, c'est est-ce que quand on a ce genre de capacité, on n'est pas tenté de s'en servir sur... Non. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les fans de Spider-Man aiment. En fait, je vois exactement ce que tu veux dire. Déjà, j'ai pas de don particulier. En fait, je rationalise ce que toi t'appelles l'intuition. J'allais le dire tout à l'heure, mais c'était un peu... Oui, mais du coup, tu vois, dans les comportements, de suite, tu m'analyses. Est-ce que tu vas pas avoir tendance à analyser des situations qui ne devraient pas l'être, en fait ? Non. En fait, plus t'es impliqué, toi, individuellement, déjà, plus tes conclusions, elles vont être erronées.
C'est-à-dire que je peux pas te dire, par exemple, je sais pas, je trouve cette fille mignonne, j'ai envie de savoir ce qu'elle pense de moi, etc. En fait, je suis sûr de me tromper parce que je vais avoir un biais de confirmation qui va faire que je vais voir que ce que j'ai envie de voir. Donc si j'ai peur qu'elle n'ait pas de moi, je vais voir que les trucs négatifs et que les trucs positifs. En fait, dès qu'il y a ton affect en jeu, ça brouille le truc, quoi, en fait. Je suis jamais aussi efficace que sur quelque chose sur lequel j'ai aucun intérêt, tu vois. Et après, t'es pas en mode concentration et déduction en permanence parce que en réalité, pour avoir une vraie confirmation de quelque chose, t'as une espèce de baseline, de base. Tu te dis, ok, il fait ça, ça veut dire ça. Selon cette technique-là et cette théorie. Mais avec telle autre théorie, est-ce que ça confirme? Et avec telle autre méthode, est-ce que ça confirme? Et avec telle autre méthode, est-ce que ça confirme? Et tu te noies. Oui. Alors, peut-être je peux penser à ça, mais là, ça demande une concentration et tout. Maintenant, si je vois un signe de quelque chose, ça fait pas preuve, ça fait pas foi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Donc non, dans le quotidien, ça sert assez peu. Ça m'aide sûrement à être plus calme que la moyenne parce que je comprends mieux 2-3 trucs et je me sens moins vite agressé, tu vois. Ouais. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Ouais. Bon. Donc du coup, tu as une chaîne YouTube? Oui, tout à fait. Fabien Licard. Tu présentes le mentalisme de manière générale. Donc c'est ça, c'est des conseils sur comment... Il y a des conseils, des astuces, des masterclass, des démonstrations, de tout en fait. Donc bon, ben voilà, moi je voulais surtout vous montrer parce que pour la négociation, je pense qu'il y a un gros intérêt à ce niveau-là, en tout cas, c'est mon opinion. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Savoir mieux négocier. Ah ben voilà, donc je mettrai les liens dans la description. J'adore finir mes interviews par une question bizarre. Alors que je ne connais pas, parce que tu m'as dit surtout ne va pas voir les interviews parce qu'il ne faut pas que tu connaisses cette question. Alors, Fabien, je t'offre un cadeau, tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que tu en fais? Je ne l'aime pas, qu'est-ce que j'en fais? Je le garde, déjà. Je te dis merci, parce que c'est un cadeau. Et à terme, j'essaye de l'offrir à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. D'accord. Voilà. Super. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Et puis à très vite. Salut Nicolas. Au revoir. Parfait. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.